Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui votre hôte Jules Melon est accompagné de Joe. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien et toi? Écoute, ça va, nous on enregistre le 29, ça sera publié après les résultats du premier tour, donc pour l'instant, entre guillemets, ça va, hein, mais on verra bien. Ça veut On va dire que parler d'un... le film pourrait gagner le salaire du meilleur film si jamais les élections ne se passent pas comme prévu? Ouh là là, ça, on verra déjà s'il y a des Césars l'année prochaine selon comment les élections se passent. Donc, nous allons causer du Comte de Monte-Cristo version cinéma 2024, hein, énième adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas et troisième volet du très officieux Alexandre Dumas Universe, le fameux Dumaverse, évidemment après les deux premiers volets assez compliqués, disons-le peut-être, les Trois Mousquetaires. Ici, alors, on change de réalisateur, c'est plus Martin Bourboulon, mais le duo Alexandre de la Patelière, Mathieu Delaporte, qui sont au scénario et qui avaient scénarisé Les Trois Mousquetaires aussi. Hein. Et au casting pour interpréter Edmond Dantès, alias le comte de Monte-Cristo, Monsieur Pierre Ninet, qui parfois joue d'ailleurs avec un masque de Pierre Ninet. On y reviendra sur ce point. À ses côtés, Anaïs de Moustier, qui joue celle qu'il devait épouser. Bastien Bouillon, Laurent Lafitte et Patrick Mille pour le trio des bad guys, les antagonistes, les villains de ce film très comics peut-être aussi, ça aussi, il faudra qu'on y revienne. Anna Maria Bartolomei et Vassili Schneider pour les jeunes, sans oublier Pierre Francesco Favino qu'on voit au début dans le rôle de l'abbé Faria. Beaucoup de, on va dire, bonnes actrices et bons acteurs là, pour un métrage très épique de 3 heures ou presque, qui donc, pour faire un synopsis rapide, si vous n'avez pas lu le livre, même s'il y a des différences avec le livre, qui raconte l'histoire de Edmond Dantès, qui à l'âge de 22 ans, alors qu'il est promis à des belles épousailles, se fait trahir par son meilleur ami, on va dire ça comme ça, le cousin de celle-ci, et deux autres personnes, et il va être, on va dire, accusé de bonapartiste à une époque où il y avait la royauté, et envoyé donc sur le château d'If, dans les geôles de celui-ci pendant 14-15 ans, et il va réussir à s'évader, bien sûr, ça c'est pas un spoil, hein, grâce à l'abbé Faria qui lui propose aussi un trésor caché, et ainsi, grâce à cette fortune, il va préparer sa vengeance pendant au moins 5 autres années, hein, et revenir sous les traits d'un comte mystérieux qui arrive en France et qui va essayer de séduire ses ennemis pour mieux les affaiblir et les abattre, mais de façon très subtile, avec aussi les jeunes générations qui ont grandi entre-temps. Il va en faire des bras armés, on va dire, pour notre cher Batman Monte Cristo, parce que je pense que c'est quand même là-dessus qu'il faudra revenir. Et alors, à la base, les Trois Mousquetaires, toi, mon cher Joe, est-ce que tu avais apprécié les deux Trois Mousquetaires ou pas? Et tu peux enchaîner avec, bien sûr, ton ressenti sur le Comte des Dieux Monte Cristo. Les Trois Mousquetaires, je suis assez partagé dessus parce que D'Artagnan, je défends beaucoup le film. Et Milady, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Sans rentrer dans les détails, voilà, les problèmes de tournage, l'étalonnage qui est refait entre le 1 et le 2, et surtout une dichotomie qui ne marchait pas du tout dans Milady. Et le Comte de Monte Cristo, pour des raisons personnelles, je n'avais pas hâte parce que Pierre Niney est un acteur que je n'aime pas. Et au final, c'est peut-être le meilleur des trois, si ce n'est un des meilleurs films français de l'année. C'est un film qui ose, c'est un film qui prend le pari des 3 heures, le réussit, mais c'est un film qui est assez vite rattrapé par ce que Monte Cristo a engendré. Alors, c'est quand même intéressant parce que tu nous donnes cet avis avec beaucoup de recul. Il faut préciser, tu l'as vu au Festival de Cannes, toi. Et j'ai l'impression que le film n'est pas sorti de ta tête, de ton esprit, puisque tu le qualifies comme peut-être l'un des meilleurs films français de l'année. C'est intéressant ça parce que moi je l'ai vu hier, hein, enfin la veille du record. J'attendais évidemment mieux que les Trois Mousquetaires. C'était quand même au bas mot ce qu'on pouvait espérer de plus, quoi. Enfin de moins justement. Et j'avoue, je suis ressorti de là très satisfait de ce visionnage. Alors déjà premier point, ça dure 3 heures, on va pas le temps passer. Ça déjà c'est, on va dire, le signe d'une œuvre qui tient la route, qui garde son rythme, qui est bien interprétée. D'ailleurs Pierre Ninet, comme tu le dis, alors ça tu l'apprécies pas, mais d'ailleurs, question, est-ce que tu l'as vraiment mieux apprécié avec cette prestation ou tu as toujours quelques réserves sur Pierre Ninet? Ben, j'ai quand même quelques réserves parce que pour Monte Cristo, c'est un film qui, dans la double interprétation, prend un peu le même parti. Je vais le comparer à un film de merde, mais je vais le comparer à Shazam.
Où pour moi, le problème, c'est que les deux acteurs ne jouent pas du tout pareil. Ah oui. Et pour moi, Pierre Ninet n'est pas aussi bon en Edmond Dantès qu'il ne l'est en Comte de Monte-Cristo. J'ai vraiment l'impression de voir un Pierre Ninet hyper intéressant dans ses intonations de voix et dans son jeu corporel avec masque. Et j'ai l'impression de voir le docteur Juif de La Flamme quand il ne l'a plus. C'est intéressant parce que forcément, il est plus impacté par le rôle de Monte Cristo, qui est un rôle dans le rôle. Hein. Finalement, c'est méta dans le jeu, parce que forcément, il est obligé de jouer un personnage. Tu as l'impression qu'il se donne 2 fois plus, du coup, quand il joue Monte Cristo que quand il joue Edmond Dantès. Mais c'est logique. C'est quasiment logique qu'un acteur qui vient du théâtre doive se donner beaucoup plus de Monte Cristo, et il l'est, le comte. Mais il aurait pu nous épargner son jeu comique Canal+, lorsqu'il joue cet innocent. Oui, ouais, c'est parce que ça c'est intéressant. Il faudrait peut-être presque lui demander comment il a abordé lui-même le travail d'acteur sur 2 rôles différents, en fait, pour un même personnage. Donc, pour revenir sur mon avis, je trouve que le film n'a pas grand-chose à se reprocher. C'est une autoroute absolue dans le sens où, techniquement, sur la photographie, même sur la mise en scène, qui n'en fait pas trop, mais elle est hyper efficace, c'est réussi de façon absolue. C'est-à-dire qu'on met en valeur les décors, les costumes. Il y a beaucoup plus de plans larges, ça respire beaucoup mieux que les Trois Mousquetaires, même au-delà de la photo, hein, parce que la photo elle joue beaucoup sur les lumières, le côté solaire, le côté sombre selon les moments. C'est presque, j'ai envie de dire, le cahier des charges absolu de ce que doit être un film pour qu'il soit réussi. Et c'est aussi la limite de ce métrage, qui est forcément très codifié, très cahier des charges, qui a ce souffle romanesque et épique qu'on attendait. Le Comte de Monte-Cristo, on ne peut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, le duo de la Patelière et de la Porte, à faire quelque chose, on va dire, de très léché, avec un matériau de base, forcément, qui donnait la possibilité de faire des trucs de fou. Et ce n'est pas la première fois que ce duo, à la réalisation, réussit son coup sur des trucs qui sont très codifiés. On prend par exemple Le Prénom, qui était très pièce de théâtre comique. C'était super bien réussi dans le rythme et dans les dialogues et tout. Mais ça ne dépassait pas, quelque part. Dans le côté un peu comédie dramatique, je ne sais pas si tu les as vus, du coup, hein, les 2 films, mais Le Meilleur reste à venir, avec Lucchini et Bruel, là aussi, c'était super codifié, mais super bien réussi dans la gestion de l'émotion. Mais après, est-ce que ça ne doit pas parfois transcender un peu? J'ai envie de dire que là, le débat est lancé, dans le sens où, pour un film comme ça, il faut quand même s'accorder à un académisme certain, parce que c'est un grand, on va dire, pan de la littérature française. Mais sur le plan cinématographique pur, moi, je fais partie de ces gens qui attendent un peu autre chose que des trucs déjà vus et revus dans les poncifs. Je ne sais pas si toi, là-dessus, tu as été beaucoup moins dérangé que moi. Bon, dérangé, c'est un grand mot, mais pour moi, ça ne fait pas de ce film l'excellent film que ça aurait pu être, par exemple. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, la question se pose là, c'est est-ce qu'un film peut exister sans son spectateur? J'aurais tendance à dire oui, mais Le Comte de Monte-Cristo est un film qui n'existe pas sans son spectateur, pour le coup. Qui a besoin de servir du spectacle continuellement. Ouais. Il est très codifié, mais c'est un film qui marche. Et c'est un film que j'ai analysé post-séance, ce qui m'arrive assez peu, tant le divertissement marchait sur moi. Alors, mais avec du recul, oui, c'est une autoroute, mais ça fait plaisir de voir ça. C'est marrant parce qu'il y a une dualité un petit peu à l'image du personnage Edmond Dantès et Monte Cristo. Moi, en tant que spectateur, entre guillemets, lambda, un peu innocent à la Edmond Dantès, j'ai vraiment adoré le film, tu vois. Mais avec mon côté, entre guillemets, un peu plus élitiste de cinéphile, Monte Cristo qui se fait des trucs dans le cerveau et tout pendant le visionnage, j'ai beaucoup plus de réserve. Donc, tu as un peu l'impression que le métrage peut en effet scinder un public en deux, que quelqu'un qui va s'attendre, qui est plus habitué au cinéma indépendant, enfin des trucs un peu plus fouillés, on va dire, va avoir forcément des réserves. Mais si tu te mets dans la position qu'on a tous été, n'importe quel, entre guillemets, élitiste, cinéphile, tout ce que vous voulez, critique, j'aime pas ces termes, mais vous voyez l'idée, quoi. N'importe lequel de ces personnes-là qui travaillent dans le cinéma, l'analyse, a été au début un spectateur qui a aimé du grand spectacle. C'est logique. Je suis pas forcément d'accord avec toi pour le coup. Ah d'accord, parce que je pense qu'il faut quand même un bagage pour apprécier Le Comte de Monte-Cristo. Oui, aussi. Alors attention, bien sûr, mais ça, on y reviendra. Même, j'ai envie de dire, il faudrait presque un bagage littéraire du bouquin. Mais de un, il faut un bagage littéraire, et de deux, il faut surtout un bagage cinéphile. Parce que tu peux pas mettre n'importe quel spectateur devant un film de 3 heures qui, de plus est,
n'a quasiment aucune scène d'action, qui pour moi n'est pas un défaut. Mais Oui. servir un film en costume de 3 heures qui repose majoritairement sur ses dialogues et sur son intrigue, et notamment sur ses personnages et son développement de personnages, vraiment, c'est un défi. Allez, il y a deux choses. C'est-à-dire que le matériau de base pouvait permettre cela, et en plus, on a deux très bons faiseurs derrière. Je pense qu'ils ont réussi quelque chose. Je pense que pour le coup, à mon avis, Pathé, ils doivent regretter d'avoir mis Martin Bourboulon à la réalisation des deux précédents, parce que ils auraient mieux fait, je pense, sur les Trois Mousquetaires s'ils avaient été au contrôle total de l'aspect créatif, par exemple. Parce que là, on sent que le côté scénario et réalisation est fait de pair, hein, c'est fait à quatre mains, et ça se sent aussi dans l'écriture. C'est-à-dire que ils n'ont pas eu à faire des concessions entre eux-mêmes. Enfin voilà, c'est toujours, ça peut être compliqué et tout. Hein. Et là, vraiment, ils ont. Mais tu as raison là-dessus parce que en fait, l'aspect technique, la réussite technique du film et dans le rythme est assez invisible, ce qui fait que le film est bon factuellement, parce que souvent un très bon film, il peut être excellent parce que même sans voir les effets, il y a un gros travail cinématographique derrière pour que ça tienne la route. Et là-dessus, ils ont réussi leur coup. Ça, on peut pas. Je pense que là-dessus, tu seras d'accord, Joe. C'est que on voit pas forcément, à part si, hein, le travail de photographie de décor et de costume, c'est quand même des choses qu'on ne voit pas souvent, grâce au budget certainement, mais quand même. Mais beaucoup d'effets sont invisibles en soi, enfin invisibles, de prime abord. C'est-à-dire qu'un spectateur cherchant on va dire, le divertissement va pas forcément faire attention à cela, mais si ces éléments n'étaient pas là, ils n'auraient pas pris le même plaisir devant, par exemple. Oui, évidemment. C'est là où on va se rejoindre. Après, moi, j'ai un autre aspect, je sais pas si alors là, je sais pas si on va se rejoindre sur ce point, mais il y a un petit truc qui peut-être m'a un peu dérangé, mais en même temps, il y a une logique derrière. Deux logiques, même, j'ai envie de dire. C'est l'aspect très américanisé, toute proportion gardée, hein, du film, qui est explicable d'une part par la stratégie Pathé, hein, qui veut faire du blockbuster à l'américaine, mais en France. Donc là, c'est beaucoup plus assumé, et on va le dire, réussi et abouti que les Trois Mousquetaires. Et deuxième chose, le comte de Monte Cristo, personnage historique dans la littérature et de l'art en général, a inspiré lui-même énormément de personnages, que ce soit comics, séries, cinéma, tout ça mélangé, hein, on va dire, de la culture pop américano-anglaise. Je pense à James Bond, Mission Impossible ou Batman, je ne cite que cela. Et tu as un peu l'impression ici que Jérôme Sédou, je pense que c'est lui qui est derrière tout ça, hein. En tout cas, Dimitri Rassam, le producteur. Oui, c'est Jérôme Sédou qui était là, parce qu'il était Voilà. présent à la séance canoise. Et il s'est fait un malin plaisir de récupérer le giron français du Comte de Monte Cristo, qui a inspiré beaucoup de trucs pop culture américaine, pour en faire un cinéma ambitieux à l'américaine en France. Il y a presque la boucle bouclée derrière. Mais, dans un autre sens, ça peut aussi, bon, ça renforce le côté cahier des charges, hein, mais ça peut aussi faire certaines limites. Il y a des moments où le souffle épique romanesque à la française est presque écrasé par une forme d'américanisation de l'ensemble, avec le surjeu d'un pathos, avec la musique hyper appuyée. Je sais pas si ça t'a dérangé, toi, ça, ou pas du tout, en fait. La musique, je la trouve appuyée, et elle aurait mérité à être moins mixée, peut-être. Ah oui, ouais, je pense que le mix est un peu trop fort. Hein. Ouais. L'américanisation du film ne me pose pas problème, dans le sens où c'est le comte de Monte Cristo qui les a engendrés. Donc le film assume son métissage et surtout assume d'être un précurseur et veut revenir aux bases. Ouais, c'est ça. C'est Batman, hein, de toute façon. C'est vrai que quand on voit ce film-là et qu'on n'avait pas pris conscience de cela avant, c'est voilà, c'est le gars qui a eu un traumatisme, qui se fait une persona avec des masques en plus, et qui devient riche, et qui joue avec l'argent. Donc c'est Batman. C'est même Batman au point où, pour prendre son disciple, il prend le sosie de Gabriel Attal. Voilà. Il y a ça aussi. Ouais, bah, c'est un film politique, Monte Cristo. D'ailleurs, en soi, c'est presque ambigu sur l'aspect politique du film, parce que, rappelons-le, Alexandre Dumas était un humaniste, hein, et là, on a quand même quelqu'un qui a été rejeté. Alors, à la base, Edmond Dantès, c'est bien marqué au début, c'est intéressant, on le voit même le temps d'une scène, hein, à table et tout. C'est le fils d'un domestique, domestique très fidèle à la famille, je ne sais plus le nom de la famille des personnages de Bastien Bouillon et Anaïs de Moustier, la famille de Morcerf. C'est le fils du domestique, le domestique étant très fidèle, bah, le fils a grandi un peu avec les enfants de la famille noble, quoi. Et il a presque été adoubé par cette famille,
Il a même été aidé par cette famille, Edmond Dantès, pour payer donc ses études militaires, je crois, et qu'il puisse faire le marin ensuite. L'école de marine, oui, effectivement. Et du coup, tu as, le gars qui vient qu'un roturier, hein, pour faire simple, qui réussit sa vie grâce à ces nobles-là, mais qui aussi l'échoue à cause de la trahison derrière, enfin tout ce que tu veux, dans le sens... parce qu'il y a de la jalousie derrière de voir quelqu'un qui vient d'en bas et qui va réussir, qui veut épouser la cousine, là, alors qu'il voulait faire un mariage incestueux avec elle, hein, comme souvent dans ce genre de famille, de toute façon, qui accouchera d'un fils très romantique et romanesque, d'ailleurs, derrière, c'est très amusant. Et du coup, derrière, il y a cet aspect social aussi de quelqu'un qui vient d'en bas et qui peut monter les échelons et qui, derrière, va se venger. Va se venger du pouvoir. Oui, évidemment, mais c'est tout l'arc des héros romanesques comme on les connaît aujourd'hui. C'est tout ce que Dumas a engendré et le film quasiment perd face au blockbuster. Le film perd aujourd'hui le blockbuster qui lui fait face. Mais le vrai problème, c'est que il n'en est peut-être pour rien. Il veut juste revenir à ce que Monte Cristo a créé, même dans un point de vue politique où, oui, on a déjà vu ça 100 000 fois dans les blockbusters américains. Et cette dichotomie entre vengeance et justice, c'est littéralement The Batman. Mais en vrai, à part ce discours politique qui gère mal parce que Pathé, on connaît les idées politiques de la boîte, en tant que forme et en tant que produit, il marche. Ah, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça, du coup, que je suis un peu partagé sur certaines choses, que je fais mon petit chipoteur. C'est-à-dire que j'ai beaucoup apprécié le produit, tel qu'il est fait, mais sur l'aspect cinéma, alors l'artisanat, il est là, c'est évident. Enfin, on reviendra sur 2-3 scènes peut-être après, mais sur l'aspect organique ultime de générosité, d'ambition, on va dire, enfin pas d'ambition, mais d'idée d'être un petit peu novateur et tout. Là, je pense qu'il y aurait pu avoir d'autres choix aussi. C'est-à-dire que parfois l'intimiste du film, il y a des moments intimistes, n'est pas assez intime, par exemple. Ça, c'est à cause de cette musique, hein. De toute façon, la plupart du temps, même dans les moments d'émotion, il y a cette musique omniprésente. Moi, je comprends que sur les moments épiques, un peu de combat, même s'il n'y en a pas beaucoup dans le film, elle y soit. Et je pense que certains moments, voilà, il y a des plans clichés dans le sens où, par exemple, on le voit dans la bande-annonce, dès qu'il y a un drame, il y a un cri, dès qu'il y en a un qui n'est pas content, il va taper du poing sur la table, et tout. Tu vois, on surjoue les trucs, mais c'est logique dans l'aspect théâtral romanesque aussi de Mais l'œuvre de base. c'est tout là l'important d'avoir pris des auteurs ici, donc Émeric Laporte de La Patelière, parce que ils viennent surtout quasiment du huis clos avec le prénom. Donc les dîners, ils savent les gérer et ils savent surtout faire évoluer l'attention auprès des dîners d'une quasiment comédie de vaudeville lors du premier dîner jusqu'à arriver à invoquer du fantastique et à quasiment invoquer les fantasmagories sur une scène de dîner qu'on ne spoilera pas. C'est ça, il y a des scènes, oui, il y a des très bonnes scènes de tension, ouais, de dîner, et puis même un moment de procès, hein, évidemment, ça aussi. Parce que tous les huis clos viennent du théâtre, et même encore, tu peux rajouter les jeux des masques qui lient ce film intrinsèquement à ses origines théâtrales. Monte Cristo est un acteur, et en tant qu'acteur, il joue et il construit sa tragédie. Il gère bien les huis clos. D'ailleurs, même les huis clos de prison. Alors, c'est très elliptique, hein, ce passage-là. C'est vraiment, pour le coup, ce qui a empêché le film de faire 4 heures. Parce que, bon, je pense que dans le bouquin, c'est beaucoup plus développé, hein, tout l'aspect avec la Béfaria et l'évasion. Mais c'est malin de l'avoir réduit quand même temporellement. Parce que nous, on le sait. Le spectateur lambda aussi, il va le savoir. Il attend la vengeance. Donc, passer trop de temps sur l'évasion en tant que telle, ça aurait été trop. Donc bon, tout l'aspect éducatif, parce que l'abbé fait aussi d'Edmond Dantès quelqu'un de très cultivé, qui va parler plusieurs langues, qui va faire de lui le caméléon absolu. Donc c'est évidemment occulté, même s'il y a un aspect un peu dramatique derrière qui est intéressant. Et donc l'aspect aventure est un peu relâché, on va dire, parce qu'ils le savent à l'écriture, il fallait voilà, il fallait axer sur la vengeance pure et la machination, la manipulation. D'ailleurs, on va en parler dans la zone spoiler, mais cette manipulation à double tranchant qui insuffle aussi au film une forme de fatalisme absolu, à vouloir jouer à Dieu, à un moment, on se brûle les doigts, quoi. Et alors après, c'est pour ça que la fin évolue par rapport au bouquin, même si on ne va pas forcément trop faire de parallèle avec le livre. Si vous connaissez le livre, bon, il y a des personnages déjà qui sont laissés au second plan ou qui ont
un petit peu interchangé de rôle, où il y a des mélanges, je pense, à peu près. Hein. C'est souvent ce qu'ils font dans les adaptations. C'est-à-dire que dans un livre, deux personnages vont devenir plus ou moins un seul dans le bouquin. Mais forcément, il fallait faire des choix. Sinon, est-ce qu'on passe à la zone spoiler directement parce que si on commence à parler de l'action, on sera surtout obligé de parler de la deuxième scène, qui spoil en soi. Il y en a une première qui est intéressante, hors spoiler, une scène qui va rappeler un peu. Moi, c'est méchant parce que c'est mieux fait. Hein. Il rappelle un peu les films à la Vidoc, un peu Orange Mécanique aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé, cette scène un peu de nuit là, qui est très intéressante parce qu'elle est pas trop longue et elle a un impact sur le charisme de Monte Cristo déjà. Tu parles d'une fameuse séquence, la première avec le pistolet? Alors, plutôt celle avec le bâton, quand il se bat dans la rue avec les. Avec oui, donc celle-là, donc avec le fusil de avec le Chekhov. pistolet, du coup, oui, aussi. Oui. Oui. Qui annonce d'ailleurs des choses. Hein. Alors, j'étais tellement pris dans le film, et notamment dans les séquences précédentes, que je n'ai pas reconnu le comte de Monte Cristo. Oui, oui, oui. Mais c'est V pour Vendetta. Là, c'est V pour Vendetta, de toute façon. Qui a une autre oui, c'est clairement V pour Vendetta. Et c'est surtout une séquence qui est certes obligée, mais que je trouve assez mal gérée. Parce que, plus que mal éclairée. Bah, elle est de nuit, et elle est forcément. Alors, elle est mal éclairée parce qu'on ne doit pas trop. Enfin, on doit pas. Enfin, le personnage en face ne connaît pas le comte de Monte Cristo. Et nous non plus, en fait, on l'a jamais vraiment vu. Enfin, on l'a vu avant parce qu'il s'était déjà grimé en abbé. C'est intéressant d'ailleurs, le premier masque qu'il prend, c'est comme un hommage à l'abbé Faria derrière. Hein. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne sur les masques. Avant la zone spoiler, on va faire un point là-dessus. Mais oui, c'est une scène presque gratuite, si on veut. Je sais pas si elle est dans le bouquin d'ailleurs. Ben, pour le coup, j'ai pas lu le bouquin, donc je pouvais pas le savoir. Mais en tant que pure séquence de cinéma, pour moi, elle ne marche pas. Et puis alors, elle est gratuite. Ouais. Elle est. Tu citais Orange Mécanique. Je doute que elle soit là pour les mêmes raisons. Non, bah non. Et elle défend les mêmes choses, même si Orange Mécanique n'est pas un très bon film. Ça, c'est ton avis. C'est mon avis. Pour moi, Orange Mécanique est un film qui se détruit, qui se détruit assez vite. Mais c'est le thème du film un peu. Hein. C'est l'autodestruction par, oui. par la société là, qui détruit. Hein. Mais un truc avant. Alors que Monte Cristo, pareil, Monte Cristo évoque une destruction par la société, mais il veut surtout la retourner une société qui n'est pas la sienne. Et qui ne soit pas la sienne. Et avant la zone spoiler, bon, les masques. Il y en a deux qui sont très réussis, forcément, parce que là, pour le coup, on ne reconnaît pas Pierre Ninet. Bon, d'accord. Mais il y en a le masque de Monte Cristo. On est d'accord qu'on ne voit que Pierre Ninet. Alors, moi, je veux bien, je comprends l'idée. Évidemment, c'est l'acteur bankable et tout. On n'allait pas le montrer. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Ah ben, franchement, on le reconnaît. On se demande comment les autres personnages en face. Alors, il y en a une qui le reconnaît, évidemment, mais le personnage de Bastien Bouillon devrait le reconnaître aussi. Alors, je veux bien qu'il ait qu'un seul œil, mais quand même. Parce que c'est assez proche. Enfin, je sais pas. Pour toi, c'est pas le masque de Pierre Ninet, du coup, un peu le masque de Monte Cristo. Pour moi, il doit avoir des traits de visage en commun pour marcher, mais je trouve que son masque d'abbé fait beaucoup plus Pierre Ninet vieux que Monte Cristo. Ah, c'est intéressant ça. Bon, il y a un deuxième personnage, on va pas spoiler, où il se grime, mais là on le reconnaît pas. Mais moi je savais que c'était lui d'emblée, parce qu'on voyait les maquillages. On voyait les maquillages, le spectateur doit le savoir, mais est-ce que l'interlocuteur le sait? Personnellement, quand je vois Gérard Depardieu en 2024, je me dis qu'il est déjà cancel, donc forcément, ça doit être un maquillage. Et voilà. C'est vrai. Tiens, on n'a pas parlé d'un truc aussi, mais on a un personnage très Eric Z, pour ne pas citer son nom, le personnage du capitaine Baron, là, joué par Patrick Mill. Il y a des moments, t'as envie. Le Baron Danglars, là, celui qui a été. Il y a quand même deux remarques. Alors, évidemment, on en voit une dans la bande-annonce. Alors, évidemment, ça fait écho avec ce qui se passe en ce moment en France, hein, de toute façon. Mais il y a un moment, on dit je me méfie toujours des étrangers. Ok. Limite, il pourrait avoir la voix de Z. Hein, ça aurait pu. Et alors, il y a une. De ceux qui ont de l'argent. Oui, et bien justement. Hein, donc, c'est plus du Urban B. Le racisme systémique. Hein, tu vois, on y revient. Hein. Et alors, une scène, moi ça m'a. J'étais un peu embêté dans la salle quand même, qui a fait mourir de rire plusieurs spectateurs. Et pourtant, c'est pas drôle. C'est la scène où à un moment, il regarde une maquette de bateau. Et il dit, alors attention, je cite, parce que c'est très dur comme propos. Oh, mais là, comme je suis un humaniste, dans cette galère, on ne mettra que 700 nègres au lieu de 800 pour que ça soit moins entassé. Alors, c'est triste hein, comme réplique. Mais il y a des gens qui ont rigolé dans la salle. Et vu l'état de la France en ce moment,
j'ai un peu peur que ces gens savent comment voter. Voilà, j'en dis pas plus. Je voulais faire un... Alors, pour le coup, dans la salle où j'étais, ça riait pas. Bon, bah tant mieux. Non, parce que moi ça m'a crispé quand même. Alors évidemment, c'est... Bon, la caméra et le film jugent le personnage. Attention, hein, c'est pas... Je pense pas... Enfin bon, je ne sais pas... je ne sais pas ce qui va advenir du cinéma français bientôt, mais bon, voilà. Mais bon, on va aller dans la zone spoiler quand même, parce qu'il y a 2-3 trucs à dire sur la tension finale, le j'allais dire le Monte Cristo, non, le Monte Crescendo de la vengeance. Donc, spoiler, vraiment, si vous voulez en savoir le moins possible, même si on a déjà dit pas mal de choses, hein, comment il arrive à finaliser sa vengeance. Alors déjà, moi j'ai beaucoup aimé, alors je pense que c'est dans le bouquin aussi, parce que là, la dualité se construit, même si je trouve que c'est un peu rushé, justement. Le côté Dark Side Monte Cristo n'arrive que trop tard, mais il se sert de la jeune génération, notamment le fils de celle qui aurait dû épouser, mais le fils qu'elle a eu avec le cousin, hein, se sert de ces jeunes-là pour se venger. Et moi, ce que je trouve terriblement tragique, et moi, ça m'a fait du mal pour les personnages, c'est que, et c'est dur aussi pour Monte Cristo, mais il l'a bien cherché, c'est qu'en essayant d'utiliser la haine et l'amour des deux jeunes, là, joués par Anna Maria Bartolomé et Vassili Schneider, il ne peut pas, plutôt Julien de Saint-Jean pour le coup, Julien de Saint-Jean, c'est celui qui s'est passé pour le prince, là, en utilisant leur haine et leur amour, on le voit de suite, par fatalité, il ne peut pas contrôler jusqu'où la haine ou l'amour peut ou non aller. Est-ce que ça t'a marqué ça dans l'idée où, par exemple, pour recontextualiser vite fait, il essaye d'utiliser la haine du fils caché, qui aurait dû être tué à la naissance du personnage de Laurent Lafitte, et il essaye d'utiliser l'amour du jeune Albert envers envers donc Haydée, joué par Anna Maria Bartolomé. Mais clairement dans un jeu de marivaudage inversé. C'est ça, mais il peut pas contrôler ça, et on sent très vite que ça va le perdre. Mais comme dans chaque fatalité, les sentiments sont liés du divin, sont liés par le divin, et ici on est plus dans une tragédie, dans un anti-marivaudage qui est plus qu'intéressant, parce qu'il va à l'encontre de ce que tous les romans construisent. Donc, ça aurait pu créer quelque chose, même si malheureusement, ça se conclut mal. Dans le sens où j'ai vu des gens parler de Roméo et Juliette, par exemple. Non, c'est plutôt dans la tragédie grecque, dans le Fatum. C'est clairement le Fatum, puisque on est plus dans du Antigone que dans du Roméo. Ah, clairement. Et tu as Monte Cristo qui joue à Dieu derrière, mais qui, en étant Dieu au-delà de Dieu, crée de toute façon sa propre perte et la perte de ses personnages. Alors, évidemment, il y en a un qui crève. Après la scène de procès, superbe scène. Hein. Pour le coup, la scène de procès où tu as le personnage du faux prince qui va révéler au père procureur que c'est lui, le fils, qu'il a voulu tuer enfant. D'ailleurs, les scènes terribles d'infanticide, tout ça. Le lien aussi avec ce dîner, avec le spiritisme absolu. Alors ça, c'est brillant. Ah, mais on est clairement dans de la plaidoirie qui est immense, dans un découpage au couteau, dans un rythme, dans la musique. Il manque plus que PIMP et un chien, et là, on était vraiment dans de la Palme d'Or. C'est l'anatomie d'une chute du personnage de Laurent Lafitte. Extraordinaire, Laurent Lafitte, sur cette scène-là, en particulier. Parce que parfois un peu sous-exploité dans le film, mais sur cette scène-là, visage grave, les yeux rougis et tout, on le sent à son meilleur. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu Laurent Lafitte aussi bon, d'ailleurs. J'ai peut-être être un peu dissonant avec toi, parce que c'est pas un film où pour moi il peut être à son meilleur, parce que c'est une scène qu'il a déjà jouée. Alors, il a joué dans quel un personnage qu'il a déjà joué. Un personnage aussi malsain dans un film où un mec porte un masque, c'est Au revoir là-haut. Ah oui, c'est vrai. Il le joue comme dans Au revoir là-haut. Bien vu, exactement. Tiens, oui, j'avais oublié qu'il y avait Laurent Lafitte là-dedans, mais il était très... justement, depuis ce film-là, je ne l'avais jamais vu aussi bon, je crois. Parce que bon, ces derniers temps, c'était pas forcément... Bon, il a fait pas énormément. Il a fait Tapis, je sais, mais j'ai pas vu. Ce personnage à la Tapis, là, le procureur, un peu, si on veut. Il y a ça. Et puis, alors, par contre, il y a un acteur qui m'a bluffé dans le film par rapport au fait que jusqu'ici, c'est plutôt un acteur secondaire, quoi. Et Patrick Mills, dans le rôle du détestable baron, ça lui va bien, hein, de faire le méchant. Hein. Oui, et assez méconnaissable, hein, parce que je crois que Patrick Mills, si je dis pas de bêtises, il joue dans 99 francs de Yann Kounen, par exemple. C'est là où j'ai dû le découvrir. Mais il est parfaitement... Il est très bon dans ce personnage sadique, hein, d'ailleurs. C'est le seul qui veut aller au bout de l'histoire de spiritisme, alors qu'il voit que sa femme à côté, qui est en fait la mère de l'enfant qu'elle a voulu tuer, est en train de se décomposer. Lui, il est là, mais non, laisse-le aller au bout. Tu sens le gars hyper sadique, raciste et tout.
le méchant absolu. C'est le bad guy d'un film de super-héros, lui. Mais il était déjà très très bon dans Lettre mousquetaire, Patrick Millet, pour le coup. Mais on le voyait pas assez. Enfin, oui, il était très secondaire quand même. Mais oui, Mais dans la plus il est secondaire, mieux il est. Parce que c'est pas un film d'acteur, mais c'est totalement un film où, heureusement qu'il cite... je crois pas qu'il était dans 99 francs. Non, il était pas dans le film, pour le coup. C'est pas lui, mais c'est un personnage. Si, c'est un personnage secondaire du bras droit du personnage du jardin, là, dans la pub. Celui qui fait un peu le toutou du patron, là. Oui. Ouais. C'est pas le même rôle. C'est pas le même rôle. Mais après, alors, évidemment, il y a tout ce final où on sait que ça va se terminer, donc l'histoire du procès, tout ça. Pour moi, le vrai crescendo du film, il est là. Et après, j'ai une petite descente quand même. Parce que tu as un peu l'impression que c'est à la fois rushé pour en arriver là et ça traîne un petit peu quand même. Bon, il fallait qu'il y ait la confrontation avec Mercedes, pour qui soi-disant l'a reconnu dès le début, mais ça se voit hein, de la scène où elle voit le comte de Monte Cristo, on voit dans ses yeux, tout est dans les yeux. Anaïs Moussier aussi presque à contre-emploi très bien, d'ailleurs, dans le film, parce que je trouve qu'elle gagne en maturité d'actrice fois 1000 dans ce rôle-là, quand elle joue, bien sûr, le personnage Mercedes 20 ans après. Hein. Et alors, le final, double duel, là, parce que ça, il faut en parler. Bon, il y a le faux duel avec le fils qui l'épargne, finalement, le fils. Bon, je sais pas si c'est dans le bouquin, ça, mais fin heureuse pour les deux, là, donc personnage Anna Maria Bartolomei et Vassili Schneider qui s'émancipe de la folie de la manipulation et de la vengeance pour aller vivre le bonheur qu'Edmond Dantès n'a pas pu vivre. Je trouve que ça fait un peu cucu, mais c'est mignon et ça donne un peu d'espoir quand même, sinon ça aurait été trop sombre. Le film, je l'aurais Mais une tragédie ne doit pas se finir bien. Et pour eux, ça se finit bien. Pas pour Edmond Dantès, par contre, en soi. Même si, à la fin, il y a le duel qu'on attendait, alors un duel à l'épée. Hein, un duel à l'épée dont tu connais la fin d'office. Bah oui et non, parce que dans le sens où je crois dans le bouquin, c'est différent. Quoique, il me semble que dans le bouquin, pareil. À partir du moment où il dit à Mercedes qu'il laissera le fils vivre, on sait tous que ça va être une fin à la John Wick 4. Oui, mais non, parce qu'il ne meurt pas, Edmond Dantès. Enfin, c'est Monte Cristo qui meurt à la fin. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, on est dans la fiction ultime, il prend un coup d'épée qui traverse le corps au niveau du ventre. Normalement, et au 19e siècle d'autant plus, tu crèves. Hein. Mais bon, passons. Mais encore une fois, il y a deux dichotomies ici. C'est la dichotomie vengeance-justice. D'où le fait que le procureur meurt au tribunal. Ouais. Et la dichotomie entre Monte Cristo et Edmond Dantès, entre l'acteur et le personnage. C'est le personnage qui meurt. C'est la société qui se résout à vivre telle qu'elle était avant. Le temps ne sera jamais changé. Donc le masque tombe, c'est le masque qui meurt. C'est pour ça que la dernière scène où on voit Edmond Dantès partir sur la mer, etc., la boucle est bouclée, peut-être que c'est un peu un fantasme aussi après la lettre qu'il a écrite, peut-être une lettre qu'il a écrite avant le duel au cas où, quand même. Peut-être qu'il meurt vraiment, mais bon, tu sais, allégoriquement, allégoriquement aussi, un duel au cas où, ça fait juste du bruit, ça fait pas d'épée. Mais le duel à l'épée est vraiment tendu. Hein. Pour le coup, il n'est pas filmé vraiment comme des duels à l'épée habituels, si ce n'est le début. Et vers la fin, on est plus dans la noirceur. D'ailleurs, ça a été tourné évidemment avec la pluie, évidemment. Bon, on peut forcer le truc, là, bien sûr. Mais il ne tue pas Fernand de Morcerf, donc le personnage de Bastien Bouillon, qui, je crois, dans le bouquin, se suicide après. Et là, il ne le montre pas. Limite, ça aurait été pas idiot d'apprendre qu'il se soit suicidé derrière, hein, parce que, bon, peut-être que c'est sous-entendu quand même d'une manière ou d'une autre. Et donc, il y a cette fin qui est faussement heureuse, en fait, qui est quand même triste, puisque de toute façon, impossibilité pour Edmond Dantès et Mercedes de vivre leur amour quoi qu'il arrive. Et pour cause, Mercedes a eu un enfant avec Fernand. Donc, d'emblée, on ne peut pas repasser derrière. Je ne sais pas ce que tu as pensé vraiment de toute cette fin. Est-ce que selon toi, elle est assez impactante dans son crescendo, dans son décrescendo, ou est-ce que tu as des petites réserves dessus? J'ai des réserves au niveau du rythme. Ouais. C'est long. Bah, c'est en 2 temps, 3 temps, oui, voilà. Le duel oui, en 2 temps, 3 temps, 4 mouvements. On passe d'un film de 3 heures où les répliques sonnent comme des balles et on part à une vraie scène d'action où le duel à l'épée marche avec Albert marche plutôt bien. Alors là, c'est le duel en pistolet avec le fils. Le duel pistolet avec son fils marche plutôt bien. Le duel à l'épée avec Fernand marche pas. Bah, le problème, c'est que c'est trop arrêté.
Ouais, c'est ce problème d'un final en 2 temps, en fait. Mais Peut-être. même plus, c'est quasiment un final en 4 temps. Parce Bah, que oui. les escaliers, la pièce supérieure, on redescend dans le jardin. À part nous faire une super visite des lieux et vouloir qu'on fête notre anniversaire dans ce château, ça marche pas. Oui, puis pour reconvoquer la statue qu'il a récupérée de l'abbé Faria, de la famille, là, le trésor des Templiers, c'est là où l'épée se brise, hein. Il y a aussi ce symbole-là. C'est-à-dire que Et faut pas oublier aussi que l'abbé Faria a mis averti Monte Cristo, enfin Edmond à l'époque, que cette fortune, c'est lui qui allait décider de ce qu'il allait en faire, et il en fait des mauvaises choses au final. Et c'est là où il est sur le point de finaliser sa vengeance, qui brise son épée sur la statue de cet abbé qu'il avait mis en garde avant. C'est le rapport au divin, c'est-à-dire que Dieu se rappelle à lui à ce moment-là. Mais à la rigueur, justement, là, pour moi, le film, c'est dommage qu'il fasse pas mais ça. on est dans le Clovis, clairement. Mais c'est dommage, du coup, vu la symbolique là, que Edmond ne meurt pas. Carrément. Enfin, Mais qui te dit qu'il ne meurt pas? il meurt, mais qu'on ne le monte pas frontalement. Mais ça, on pouvait pas. Après, je pense qu'ils veulent pousser le symbolisme encore plus. Le Juste symbolisme est beaucoup plus poussé. Il finit dans la mer. Il a commencé dans la mer, il finit dans la mer. il finira seul. Voilà, il fera le tour du monde. Il devient Sinbad, hein, parce que dans le bouquin, je crois que Monte Cristo, c'est un de ses alias aussi. Mais oui, parce qu'on fait, voilà, on fait mourir le comte de Monte Cristo. Oui, il meurt, le comte de Monte Cristo. De toute façon, c'était qu'une idée, une mauvaise idée en soi. Mais Même la si. fortune meurt, la fortune n'est plus. Parce qu'il n'y a Oui, plus d'homme pour eux. mais parce qu'à la fin, c'est vrai qu'il abandonne Edmond probablement. est pauvre, le comte de Monte Cristo est riche. Si Monte Cristo meurt, la fortune aussi. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'il abandonne toute possession à la fin, hein. Il va vivre tranquillement. Alors, il doit acheter un bateau, quoi. Il y a un équipage, et puis c'est tout, hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait un équipage d'ailleurs dans son Non, bateau. Non, même seul. pas. Voilà, il est seul. D'ailleurs, c'est terrible parce que je crois que c'est la première bande-annonce qui montre carrément le plan de fin, hein. Oui. Enfin, bon, on peut pas deviner que c'est le plan de fin, mais c'est dommage, quoi. Il y a trop de Ou choses sur alors le. c'est une de Wonka avec une IA qui met plein de la place. Et peut-être que c'est ça. Après, Edmond Dantès va devenir Willy Wonka et faire du chocolat. Peut-être. Bon, ça colle pas au niveau âge. Ça aurait été amusant. Non, mais voilà. Fin émancipatrice, mais faussement émancipatrice. T'as l'impression qu'en fait, il arrive sur la mer, rédemption, le comte est mort, Edmond va vivre son paradis sur les flots, quoi. Tout simplement. Mais, parce que il a le visage trop paisible au vent pour que ce soit réaliste pour moi à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une Pour allégorie moi, c'est un plan derrière. onirique. Pour moi, il est mort et c'est un plan onirique. Oui, voilà, c'est ça. Il faut voir ça comme ça, parce que de toute façon, l'épée transpercée comme ça dans le ventre, je le répète, en plus, au niveau du ventre, c'est le pire, hein, au niveau blessure, hein. On le voit dans les films où quand ils se prennent des balles dans le ventre, hein, ils crèvent, hein. Donc, surtout à l'époque, même s'il est riche, peut-être qu'il y a un médecin caché dans son château qui le soigne en deux, hein. C'est possible, hein. Peut-être que le majordome, un peu chauve, là, est un médecin vaudou, puisqu'il est allé en Inde et tout avant, on ne sait pas trop. C'est l'aspect spirituel aussi. Mais cette scène quand même de dîner où il raconte l'histoire de l'enfant qu'il a entendu, ça c'est de la magnifique manipulation de destruction psychologique, hein. Vraiment. Ça et le procès, c'est les meilleurs moments du film en fait. En vrai, hein. Oui, clairement. C'est ça. Ah bon, après, évidemment, il fallait que ça finisse en cap et épée un peu quand même, parce que les trois mousquetaires avant, hein, oblige. Mais heureusement, il n'y a pas de scène post-générique où tu as D'Artagnan âgé de 300 ans qui débarque en mode Oh, je ne suis pas mort, on va se battre contre. Heureusement, Rien non. qu'imaginer François Civil vieux. Ah bah écoute, on voit bien quand il se déguise en vieil abbé ou en. On n'a pas dit, il se déguise en British, le Lord Halifax aussi, là. Il est très bon. Alors je pense que c'est lui. C'est un très bon acteur. Pierre C'est Ninet, lui. voilà, il a commencé dans le cirque et tout. Il imite parfaitement le British avec une autre voix. Par contre, là, bravo. Très bien. On voit le côté ridicule du truc. Un peu. Mais au tout début, pendant 10 secondes, tu te dis, mais attends, c'est vraiment Pierre Ninet, là, hein, en fait. Ouais. Tu te demandes si c'est pas une doublure, non? Il est super bien maquillé et ça se passe super bien, hein. Donc voilà. C'est presque un pied de nez au faux masque Pierre Ninet de Monte Cristo pendant tout le film. Moi, ça m'amuse un peu, ça. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, du coup, sur la. Pas vraiment, je pense qu'on a fait le tour 40 minutes sur un film de 3 heures. Bah écoute, c'est pas mal. Ça En tout va. cas, pour conclure, dernier mot, bon bah voilà, de toute façon, si vous êtes là, vous avez vu le film, mais est-ce que, selon toi,
ça peut annoncer, alors j'allais dire des suites, non, Monte Cristo 2 au paradis sur l'eau, non merci, mais quelle sera la suite de l'univers Ben, très clairement, je pense que Pathé va être fidèle à ce qu'ils avaient annoncé avant la sortie de D'Artagnan, à savoir le masque de fer et la série sur Milady. Ouais, de toute façon, il y a de quoi faire. Vu la fin de D'Artagnan Milady, bon, il y a forcément un truc à faire avec le fils, là, hein, sûrement. Alors, il y a peut-être ça en plus, alors je ne sais pas si ça sera dans la série, mais probablement. Et le masque de fer 20 ans après, évidemment. Oui. Avec, on verra les versions vieilles ou âgées. Bah, remarque, ils l'ont fait là, c'est annoncé. Là, on a 20 ans après la Monte Cristo Dantès, 20 ans après, comment ils vont un petit peu âger Pio Marmaille et tout, et voir ce que ça va donner. Et qui jouera le masque de fer? Bah, moi, j'ai une idée. Ça sera Raphaël Quenard, bien sûr. Non. Ah bon? Ça Ça sera sera Benjamin qui? Voisin. Ah, Benjamin Voisin, tu penses? Ouais, remarque, ça peut passer. Mais comme Raphaël Quenard est dans les petits papiers un peu de tout le monde en ce moment, je pense qu'il aura un rôle à un moment. Je vois bien Roi de France avec son jumeau. Hein. Tu vas voir. Allez, on prend les paris. À votre avis, d'ailleurs, dans les commentaires, faites votre pari. S'il y a un film Masque de fer, qui jouera le roi et son jumeau body? Voilà. Benjamin Voisin, Raphaël Quenard ou autre? Peut-être Vincent Lacoste? Pourquoi pas? À vous. Ouais, il commence à être un peu âgé maintenant pour ce rôle-là, du coup, si on veut. Pour quelqu'un qui a la vingtaine. Ah ouais, mais même Raphaël Quenard est un peu âgé maintenant. Et même Benjamin Voisin. Ah, on verra. On suivra ça. Ça dépend s'ils font ça dans 2 ans ou dans 5 ans. Hein, aussi. Félix Lefebvre, tiens, qui reste toujours jeune dans sa tête. On verra bien. Mais bon, délire à part. Profitez déjà du Comte de Monte Cristo au cinéma. Bon, si vous l'avez pas vu, vous êtes là sur les dernières minutes. Ou allez le Et au revoir si pire, vous voulez. avant de conclure, votez utile et votez Front Populaire. C'est ça. Bah oui, parce que là, au moment où cette vidéo est Faites comme Monte publiée, Cristo. Vengez-vous des bourgeois. c'est ça. Au moment où cette vidéo est publiée, ben, le premier tour est passé. Je pense que il est possible que vous écoutiez ce duo la tête dans la tête dans le cul, disons-le. Je pense que les résultats du premier tour sont assez, voilà. Mais continuez à vous battre pour vos droits, pour vos libertés, pour une égalité des peuples et pour la culture aussi, pour l'éducation, pour tout ça. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, si bien sûr vous en avez la conscience politique. Chacun ses avis, hein, après tout. Hein, mais bon, voilà. Vous connaissez un peu les nôtres. Hein. On vous renvoie au communiqué qu'on a fait sur les réseaux. Merci Joe, en tout cas, de ce duo. Il n'y a pas de Et, souci. et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas donc à parler du film avant tout, évidemment, en commentaire. Hein. Et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao. Ciao.